Dans les forêts de France et d'Allemagne, on trouve encore les vestiges d'étranges constructions datant de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est pour les missiles. Des centres d'essais nazis top secrets, des usines souterraines de fabrication de missiles. Vous voyez un tunnel vraiment très large. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Un vaste réseau de bases de lancement. Hitler espère que cette redoutable nouvelle arme va mettre la Grande-Bretagne à genoux. Bientôt, nous riposterons de toutes nos forces. Voici l'histoire incroyable du tout premier missile de croisière. Attention! Une bombe volante qui allait changer la face de l'histoire et révolutionner l'armement militaire. Cet engin pouvait vous tomber dessus avec une tonne d'explosifs à son bord. Le V1. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Nous sommes le 13 juin 1944, une semaine après le débarquement. Le colonel Max Wartel s'apprête à lancer la nouvelle arme secrète des nazis, le missile V1. Dans le nord de la France, les régiments allemands sont prêts. Parmi eux se trouve le très jeune aviateur Joseph Esser. Son unité, comme 54 autres, est prête à envoyer ses bombes volantes vers Londres. Hitler compte sur eux pour inverser le cours de la guerre. Éloignez-vous! De nos jours, les vestiges du programme V1 jonchent encore les campagnes françaises. L'archéologue Tony Pollard en explore les ruines. C'est sur des rails en fer posés sur ces socles que les missiles V1 étaient tirés. Ils décollaient là-bas quand la combustion se faisait dans le moteur. On peut imaginer l'engin fusée au-dessus de ma tête et du site et foncer par-dessus les champs en direction de Londres. Le V1 est le prototype de deux des armes les plus redoutables dans l'arsenal contemporain. Le missile de croisière et le drone. Pour la première fois de l'histoire militaire, une nation est capable de lancer des missiles très longue distance sur un autre pays sans encourir aucun risque. L'histoire du V1 commence avant la guerre, à l'été 1939. Hitler est au pouvoir depuis 6 ans et met tout en œuvre pour favoriser l'expansion du Troisième Reich. Un programme de réarmement massif est en cours. Hitler a pour objectif de révolutionner la technologie militaire. Il donne toute latitude à ses hommes pour développer des armes innovantes. À Berlin, la Luftwaffe se tourne vers les découvertes d'un ingénieur excentrique, Fritz Goslau. Il travaille au concept révolutionnaire d'avions sans pilote. Quelle réussite! Son avion radio-guidé constitue un outil ingénieux pour l'armée de l'air allemande. Elle va utiliser ses drones comme cible pour l'entraînement des canons anti-aériens.
Les canons pourront ainsi les abattre sans mettre de vie humaine en danger. Une idée en avance sur son temps. En 1939, Fritz Goslau travaillait sur ce qu'on appelle aujourd'hui un UAV, un engin volant sans pilote, un drone sans personne à bord. C'était une avancée extraordinaire. L'Allemagne a eu un rôle considérable dans l'ingénierie mondiale. C'était un creuset d'inventivité, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Il y avait un contexte et une atmosphère qui encourageaient les idées les plus folles. En termes de timing, Fritz Goslau ne pouvait pas mieux tomber. La guerre pointe à l'horizon. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, ce qui déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Les forces allemandes avancent irrémédiablement vers l'Est. Leur tactique de guerre éclair porte ses fruits. Les drones de Fritz Goslau servent à l'entraînement de la Luftwaffe. Mais l'ingénieur voudrait que son invention joue un rôle plus important dans le conflit. Il a une idée pour en faire une arme fatale. Il comprend qu'il tient là un concept ingénieux. Pourquoi ne pas remplir d'explosifs cet engin sans pilote et l'envoyer comme une munition? Ça a complètement changé sa vision sur ce qu'il avait mis au point. Messieurs les généraux, je vous remercie d'être venus. Fritz Goslau leur présente l'idée d'un drone de combat qui porte le nom de code Deep Fire. Guidé par un avion chasseur, cet engin peut pénétrer loin derrière les lignes ennemies avec une bombe d'1 tonne à son bord. Et là, boum! Une fois qu'il a largué sa bombe, il peut revenir à la base en prendre une autre. Deep Fire est accueilli avec enthousiasme par la Luftwaffe, qui adore ce genre d'idées avant-gardistes qu'aucun pays ennemi n'a eu. Le 9 février 1940, Hitler publie un décret. Tous les programmes expérimentaux doivent cesser immédiatement. La guerre a bien commencé pour l'Allemagne nazie. Hitler pense qu'elle ne va pas durer longtemps. Alors il juge inutile de financer des concepts non testés. L'invention de Fritz Goslau est officiellement rejetée par la Luftwaffe. Il a essuyé un revers avec son drone, mais il se concentre très vite sur un autre projet soutenu, lui, par la Luftwaffe. Le développement de la technique du pulsoréacteur. Les avions sont essentiels à la machine de guerre nazie, mais leurs moteurs à piston coûtent cher et sont longs à construire. L'armée de l'air allemande demande à Fritz Goslau une solution plus rapide et économique. Il travaille justement au pulsoréacteur. Mike Pavelek, expert en avions de combat, explore une usine d'armement nazie au nord de l'Allemagne. On peut encore y voir les vestiges des inventions de la société de moteurs Argus, où travaille Fritz Goslau. C'est génial. C'est l'ancien avion à pulsoréacteur. Il n'a l'air de rien, là. Il est tout rouillé et abîmé. Mais en 1939, c'était de la haute technologie. Le principe de cet avion de chasse, c'est de mélanger de l'essence à de l'air pour créer une propulsion. L'essence est injectée dans un compartiment sphérique. Là, elle se mélange à l'air et entre en combustion. L'explosion qui en résulte crée un jet de gaz chaud. Quand ils sont expulsés par la tuyère d'échappement, ils génèrent la poussée nécessaire pour faire décoller l'avion. Le pulsoréacteur de la société Argus était très intéressant pour deux raisons. D'abord, il était extrêmement puissant. Ensuite, il était très peu cher et facile à construire. Le pulsoréacteur représente un tournant technologique dans l'histoire de l'aviation militaire. En avril 1941, Fritz Goslau a mis au point un pulsoréacteur. Mais son prototype a encore un défaut non négligeable. Il s'autodétruit au bout de quelques heures et il est donc inutilisable dans un avion piloté. Mais l'inventeur pense qu'il serait parfait pour ses drones radiocommandés.
La combinaison des deux pourrait donner vie à son rêve, une bombe volante. C'est avant tout un concepteur de moteur pour Argus. Il lui manque le savoir-faire sur les cellules d'avion. Il a besoin de concilier les deux technologies. C'est comme ça qu'il pourra réaliser son rêve et fabriquer une bombe volante. Puis le sort s'en est mêlé en la personne d'un as du pilotage devenu ingénieur, Robert Lousser. Robert Lousser, qui était concepteur d'avions pour la société aéronautique Fitzeler, visite l'usine Argus. Et par le plus grand des hasards, il discute avec Fritz Goslau. Goslau lui parle de son projet de bombe volante. Monsieur Lousser, c'est un concept tout nouveau. Fritz Goslau lui fait un petit croquis du prototype de bombe volante qu'il a imaginé, avec 2 moteurs sur les ailes. Lousser fait « et si on faisait comme ça ?» et il place le moteur directement dans le fuselage. Un seul. Pourquoi ne pas essayer? C'est l'alliance d'un ingénieur aéronautique et d'un concepteur de moteur qui met vraiment le projet V1 sur les rails. Cette rencontre fortuite aboutira à l'élaboration des plans du V1 et à une collaboration professionnelle qui révolutionnera complètement la guerre. Bientôt, les événements en Europe précipitent la mise en application du concept par les Allemands. Le 28 mars 1942, la ville de Lübeck est rasée par les bombardements alliés. C'est la première ville d'Allemagne à subir les assauts de la RAF, qui choisit délibérément des cibles civiles. Plus d'1 millier d'Allemands sont blessés ou tués. Le bombardement de Lübeck, dont le cœur historique se retrouve complètement détruit, est un véritable choc pour l'état-major allemand. Hitler est furieux et exige une riposte immédiate. Il ordonne des frappes de rétorsion sur la Grande-Bretagne. Mais après une série de défaites face à la RAF, il manque à la Luftwaffe les bombardiers nécessaires pour exercer sa vengeance. L'armée de l'air allemande se demande ce qu'elle peut faire. Ses rangs sont décimés. La réponse est sous son nez. C'est la bombe volante que Lousser et Goslau ont mise au point. Le 19 juin, la Luftwaffe fait de cette invention une priorité. Elle ordonne la construction d'un prototype dans le plus grand secret. La bombe volante est sur le point de devenir réalité. Août 1942. Les essais du missile sont désormais effectués à Peenemünde Ouest, dans le centre top secret de recherche et de développement de la Luftwaffe. Dissimulé à la vue des Alliés sur une île isolée dans la mer Baltique au nord de l'Allemagne, c'est l'endroit idéal pour mettre la nouvelle arme au point. En 1932, le projet de missile V1 est déplacé ici, à Peenemünde. L'autre arme de représailles d'Hitler, la fusée V2, est déjà en cours de développement. Donc, il y a des milliers d'ingénieurs et de scientifiques qui travaillent déjà ici, sous le sceau du secret. Fritz Goslau et Robert Lousser travaillent toujours sur un prototype de V1, mais il y a un problème de taille. Comment lancer un missile volant sans pilote? L'équipe réfléchit à une rampe qui pourrait catapulter le missile dans les airs. Ça, c'est la plateforme de lancement. C'est intéressant de constater que le métal et le béton sont encore là autant d'années après. Ici, c'était le début de la rampe. Le dispositif final utilise un canon à vapeur. Une fois mis à feu, il est propulsé à travers un piston. Le V1 est fixé directement au canon. Le générateur de vapeur conçu pour produire une explosion de gaz à très haute pression termine l'installation. Ils allumaient le canon, ça générait de la vapeur, la catapulte propulsait le V1 au bout de la rampe et vers la Baltique. En
moins d'une seconde, le piston propulse le V1 dans les airs à la vitesse prodigieuse de 400 km/h. Cela donne au missile l'élan nécessaire pour décoller. Mais le V1 est loin d'être parfaitement fonctionnel. En janvier 1943, le vent a tourné et l'Allemagne nazie est en mauvaise posture. Les Alliés reprennent le dessus en Afrique du Nord. Et sur le front de l'Est, l'invasion de la Russie est stoppée net. Hitler espère un miracle. Le V1 pourrait bien être la solution. Les ingénieurs Goslau et Lusser sont persuadés que leur invention correspond exactement aux attentes du Führer. L'heure est venue pour eux de le prouver. Dépêchez-vous. Tout va bien? Oui. Pression de l'air? Ok. Gyroscope? Ok. Allumage? Ok. Parfait. Soyez parés au lancement. Hitler se rend en personne à Peenemünde 2 pour assister aux essais. La situation a mal tourné pour les Allemands. Alors il espère que cette redoutable nouvelle arme va mettre la Grande-Bretagne à genoux. Pour Goslau et Lusser, c'est l'occasion unique de présenter leur invention au Führer. 3, 2, 1, feu! Feu! Le lancement du V1 est un désastre. Le missile s'écrase. La démonstration est un véritable échec. Mais Hitler a vraiment besoin de toute la technologie possible pour inverser la tendance. Il valide le concept du missile. Les ingénieurs doivent donc impérativement le rendre opérationnel, ce qui suppose de former des hommes à son maniement. Toutes les armes ont besoin d'hommes pour les manipuler. Alors un nouveau régiment est créé exprès pour fabriquer et utiliser la bombe volante. En juin 1943, des soldats de la Luftwaffe sont réquisitionnés pour rejoindre ce nouveau régiment secret. L'homme choisi pour les diriger n'est autre que Max Wartol, un colonel aguerri. Messieurs, vous avez une mission d'une importance capitale pour la patrie. Ce sera pour vous, glorieux soldats, un honneur de la mener à bien. Le colonel Max Wartol était un artificier de la Première Guerre mondiale, dur et sans pitié. Il s'était engagé dans la Luftwaffe en 1936 et il s'était taillé une solide réputation. C'était le choix idéal. Il était loyal, inflexible, on savait qu'il remplirait sa mission. Le régiment de Wartol était composé d'hommes venus de l'Allemagne tout entière. Des vétérans, des nouvelles recrues, des soldats qui avaient combattu sur le front de l'Ouest. Ils étaient tous réunis ici pour travailler sur le missile V1. Parmi eux se trouve un pilote de 18 ans, Joseph Esser. J'insiste bien sur le fait que la moindre entorse au serment de confidentialité que vous avez prêté se soldera par un séjour en camp de concentration ou par la mort. Les hommes d'Esser sont parmi les premiers à voir l'arme secrète. Esser raconte cet épisode dans son journal. On nous a autorisés à pénétrer à l'intérieur du centre de recherche top secret. Là, je l'ai vu. La machine qu'ils appelaient le V1. Je croyais qu'on devait le piloter.
Mais on nous a dit que c'était un missile, une arme secrète de représailles. Aux abords de Peenemünde, l'équipe des sœurs commence des manœuvres intensives. C'est dans cette forêt que le régiment de Wartel s'est entraîné. Pour cet armement de haute technologie, il fallait des professionnels formés et capables de les lancer. Sans les hommes, la machine n'était rien. Ils ont construit 3 rampes de lancement pour s'entraîner ici. En voici une, on en voit la partie avant sur laquelle ils chargeaient le V1. Sous la direction de Bartel, le régiment prépare les tirs d'essai. C'était une opération extrêmement dangereuse. Ils utilisaient des produits chimiques très inflammables. Les V1 avaient tendance à exploser sur la rampe. Joseph Esser s'occupe des préparatifs de lancement. Mais le dispositif connaît encore des ratés, comme il l'indique dans son journal. Quand la bombe était prête, on se mettait aux abris. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Éloignez-vous! Il n'y avait aucune technique ou procédure existante. Ils ont dû inventer une façon de lancer ce missile. La pression monte. L'appareil doit être opérationnel en quelques mois. Hitler fonde de grands espoirs sur Max Bartel. Tandis que l'équipe d'ingénieurs essaie tant bien que mal de mettre au point le V1, la machine de guerre nazie subit un coup dur. En juillet 1943, les Alliés bombardent Hambourg. Pendant 3 nuits consécutives, plus de 3000 bombardiers ont touché Hambourg. C'est l'une des plus grandes villes allemandes. Sans oublier un port important, et son centre historique est entièrement détruit. Le raid fait plus de 50 000 morts côté allemand. Psychologiquement, c'est un choc énorme pour Hitler et son état-major. Il n'y a que par voie aérienne qu'ils réussissent à semer la terreur chez nous. Soyez-en sûrs, messieurs. Nous développons des moyens pour mettre un terme définitif à ces attaques. Bientôt, nous riposterons de toutes nos forces. C'est compris? Hitler compte sur Max Bartel, mais le V1 est loin d'être opérationnel. Malgré tout, il ordonne que 5000 de ces armes soient fabriquées d'ici la fin de l'année 1943. À l'été 1943, l'Allemagne lance la production massive de sa première arme de représailles. Mais le V1 n'a qu'une portée de 210 km. Il faut donc le lancer depuis le nord de la France. En septembre, l'Allemagne entame la construction d'une centaine de sites de lancement en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais. L'un des plus impressionnants se trouve à Hasbrouck. Ces ruines glaçantes sont encore visibles aujourd'hui. Tout ça, c'est pour les missiles. C'est le tout dernier rouage de l'opération, la rampe de lancement. On la voit clairement, c'est incroyable. Ce qu'on a là, ce sont les parois qui protégeaient la rampe du souffle de l'explosion. Il y avait une structure gigantesque qui faisait une avancée.
L'important, c'est cette ligne de mire. C'est comme si on avait un fusil pointé sur Londres. On est sur une hauteur. On surplombe les alentours, mais on est juste à côté de la forêt. Les bâtiments annexes étaient dissimulés sous les arbres. La base de lancement renferme tout ce dont le régiment a besoin pour actionner le V1. Il y a une vingtaine de structures en béton, dont des hangars pour stocker et assembler les missiles, des bunkers pour cacher les détonateurs et des blocos pour loger les 65 personnes chargées de la mission. Fin 1943, pressé de fournir un régiment V1 opérationnel, le colonel Wartel installe ses hommes sur l'un des sites de lancement du nord de la France. Parmi eux se trouve Joseph Esser, en poste près de Lille. Cet automne-là, je n'avais que la mission ennuyeuse de monter la garde. Je ne m'étais pas engagé pour ça. C'est sur un site de ce genre que Joseph Esser est arrivé. Tout le dispositif était prêt, mais c'était frustrant parce qu'il n'y avait pas de missiles. Ils n'avaient pas encore été livrés. Ensuite, une fois qu'ils ont commencé à arriver, il fallait les stocker dans ce bâtiment. Wow. C'est un bunker de 80 mètres de long qui servait de hangar à missiles. Ils étaient tous là, à la queue leu-leu, les ailes repliées avant d'être assemblées. Sur toute la longueur, ce sont des boyaux tout droits, mais au bout, ils se courbent. C'est pour se protéger du souffle des explosions en cas de bombardement. Vu du ciel, on dirait des skis posés sur la tranche, d'où le surnom de site en forme de ski. Fin 1943, la Luftwaffe a perdu le contrôle des cieux français. Tous ces sites de lancement sont désormais susceptibles d'être détectés par les avions de reconnaissance alliés. La RAF ne tarde pas à repérer ces étranges structures en forme de ski. Il y a donc une faille énorme dans le projet nazi. Dès que les Alliés voient ces structures, ils savent que quelque chose d'inhabituel et de potentiellement dangereux se prépare. Les bunkers à la forme si particulière trahissent les emplacements des bases de lancement. Mais la confidentialité autour du projet de missile V1 empêche les Alliés de savoir à quoi les sites sont destinés. Il leur faudra une vue aérienne de la rampe de lancement de Peenemünde pour faire le lien. L'endroit où nous nous trouvons et cette photo sont très importants dans l'histoire du V1. Les Alliés ont pris plusieurs clichés de ce site et sur l'un d'entre eux, ils ont vu un missile sur la rampe de lancement et ils ont compris. Les V1 étaient pointés en direction de Londres. Les raids aériens alliés sur ces bases de lancement commencent. Le jeune Joseph Esser encourt maintenant un danger mortel. Attention! Les Alliés lâchent plus de 120 000 tonnes de bombes sur les sites V1. Les impacts de ces raids aériens sont toujours visibles aujourd'hui dans la forêt qui est constellée de cratères. Regardez la taille de celui-ci. C'est sans doute une bombe de plus de 200 kilos qui a explosé ici. Sur tout le site, il reste des blocs de béton, vestiges des structures bombardées.
Pratiquement tous les sites de lancement de V1 sont pilonnés avant même d'être opérationnels. Le programme des missiles V1 est en train de virer au désastre. Il faut revoir entièrement le projet. Les Allemands sont obligés d'évacuer ces sites, puis de se réunir, de réfléchir et de trouver une nouvelle stratégie. Dans son QG français, la pression monte pour Max Wartel. Il ne sait absolument pas comment les Alliés ont pu détecter les sites V1. Il a compris que les missiles V1 n'étaient plus un secret, et il est persuadé que la résistance française épie ses moindres faits et gestes. Alors il adopte des mesures extrêmes. Max Wartel change de tactique. Il abandonne les premières bases de lancement et en fait construire d'autres plus petites et parfaitement dissimulées. Les vestiges de l'une d'entre elles sont enfouis dans la forêt de Saint-Rémy-aux-Bois. Il me faudrait une machette pour débroussailler. Un, 2, 3, 4. Peut-être plus par ici. Ça a l'air aligné dans la bonne direction. C'est l'extrémité de la rampe. Ces socles en béton, c'est tout ce qui reste de la rampe de lancement de V1 qui se trouvait là. Le nouveau site est constitué de 2 ou 3 structures permanentes, bien camouflées dans les sous-bois touffus. La grosse différence, c'est la rampe de lancement. Les Allemands en livrent les pièces détachées fabriquées à l'avance pour les assembler à la dernière minute et empêcher au maximum toute détection par les Alliés. On a la structure de la rampe, mais elle est toute simple et rapide à mettre en place quelques jours avant un tir. Le reste du site est constitué d'éléments de petite taille dispersés. Il leur fallait des espaces de stockage, mais ce ne sont plus des hangars énormes qui pouvaient contenir une dizaine de missiles à la fois. Ça ressemble plus à une batterie d'artillerie mobile. Mais toutes ces mesures de précaution ne suffisent pas à calmer la paranoïa de Max Wartel. Pour déjouer les tactiques d'espionnage de la résistance qu'il est persuadé d'avoir à ses trousses, il se camoufle lui aussi. Il commence par changer de nom. Il renonce à porter l'uniforme, il fait semblant d'avoir un bras en moins. Il fait tout son possible pour que le projet fonctionne. Max Wartel adopte un nouveau personnage, Martin Wolf, le manchot. Sur ce coup-là, je trouve que les Allemands ont joué finement. Ils ont eu une réaction intelligente face à une situation qui leur était très défavorable. Il ne leur reste plus qu'à cacher les missiles V1. Ils les stockent désormais dans des carrières et des tunnels. Dans toute l'Europe, la production de masse devient souterraine. Dans l'est de la France, à Tiercelet, les nazis convertissent une mine de fer en une usine de V1 top secrète. Arthur Van Beveren, journaliste expert en fortification, nous fait découvrir les lieux. Waouh, regardez ça. C'est spacieux. Il fallait que les wagonnets puissent passer. Il y a des câbles sur les parois. Des grandes portes en fer qui mènent au tunnel. À l'origine, la mine faisait 220 000 mètres carrés. Et les Allemands en ont utilisé 60 000 pour leur usine de V1.
Vous voyez un tunnel vraiment très large. Il fait près de 7 mètres de haut. Et il a été élargi par les Allemands pour pouvoir faire passer des trains, des camions et les missiles eux-mêmes. Avant que la production de V1 ne puisse commencer, il a fallu élargir et consolider les conduits miniers. Les travaux sont effectués par des prisonniers. Les Allemands ont fait venir des travailleurs forcés d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour faire ce travail. C'était très dur. De travailler des mois dans un environnement très humide, ça devait être horrible. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Sous la montagne, les nazis construisent des ateliers de fabrication de pièces pour V1. Ils installent des postes de perçage, de pressage et de soudure. Et la fabrication commence. Les prisonniers étaient sélectionnés avec soin pour leurs aptitudes. C'étaient des ouvriers spécialisés dans le métal. Les prisonniers sont obligés de travailler jour et nuit pour répondre à la demande d'Hitler. La quantité de moyens techniques nécessaires au projet V1 était colossale. Mais on oublie souvent le coût humain. Il paraît qu'un jour, une trentaine de femmes russes travaillaient là quand le tunnel s'est effondré. Elles seraient encore sous les décombres. En mai 1944, Hitler est enfin satisfait. Tout est prêt pour une frappe dirigée vers la Grande-Bretagne. Le régiment d'Esseur est en position. Il attend les ordres de Bartel pour tirer. L'opération aura pour nom de code Eisbär, ours polaire en allemand. Les V1 sont prêts, mais les Alliés frappent les premiers. Ils prennent les Allemands totalement de court en débarquant sur les plages normandes. Le 6 juin 1944, 150 000 soldats alliés débarquent sur les côtes françaises. Hitler doit contre-attaquer de façon décisive. Il est temps pour Bartel de tomber le masque. Il abandonne son déguisement et mobilise ses hommes. Que toutes les unités se préparent à l'attaque. Contactez tous les sites normands. Qu'ils se tiennent prêts au lancement. Merci. Les rampes de lancement arrivent de partout. Les missiles quittent les usines et les dépôts et sont envoyés sur les sites de lancement. Dans les heures qui précédaient les tirs, on s'activait comme dans une ruche. Il y avait des hommes partout. Ils devaient encore assembler la rampe de lancement et fixer les dernières pièces. Joseph Esser fait partie de ceux qui s'activent avant le lancement. Il peut enfin mettre en pratique ce qu'il a appris à l'entraînement. Les missiles arrivaient sur le site. Là, ils étaient préparés. Les soldats fixaient les ailes, les gyroscopes, et ils vérifiaient tout avant le lancement. Le 12 juin 1944, 6 jours après le débarquement, Max Bartel est prêt. Après plusieurs mois d'attente, l'heure est venue pour nous de tirer nos missiles. Le Führer et la mère patrie nous regardent. À nous de faire en sorte que notre croisade se solde par une victoire. Hitler va enfin pouvoir déployer son arme de représailles. Longue vie à notre Führer Adolf Hitler. À la victoire! Les équipes chargées des tirs de V1 sont prêtes à initier le bombardement aérien de Londres. Joseph Esser est paré. Il a pour mission de lancer la bombe volante.
À 4 heures du matin, le colonel Wartel donne l'ordre. Iceberg! 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 Éloignez-vous! Toute la nuit, le régiment tire des missiles sur les civils britanniques qui ne se doutaient de rien. Les hommes des Sœurs ont assuré cette nuit-là. Ils ont tiré 2 missiles. Le problème, c'est que sur l'ensemble du régiment, seuls 10 missiles ont pu être lancés en tout. Et seulement 4 d'entre eux ont atteint les côtes anglaises. Un seul V1 touche Londres. L'explosion fait 6 morts et 30 blessés. Ce n'est pas la frappe décisive qu'Hitler escomptait. Après cette première salve décevante, le régiment se ressaisit. Et les 15 et 16 juin, soit quelques jours plus tard, ils tirent 244 missiles, dont 73 arrivent jusqu'à Londres et causent des dégâts énormes. C'est ce qu'Hitler voulait. Le grondement des avions à pulso-réacteurs de Goslar annonce l'arrivée d'un missile V1. À l'approche de Londres, il entame sa descente en piqué. Cela coupe l'arrivée du carburant vers le moteur, et le missile peut alors tomber dans un silence impressionnant. C'est quand le moteur se coupait qu'on sentait le danger arriver. À ce moment-là, l'engin était en chute libre, et il pouvait vous tomber dessus avec une tonne d'explosifs à son bord. Au total, 10 500 missiles V1 sont tirés sur la Grande-Bretagne. En l'espace de 10 semaines, plus de 5000 Londoniens sont tués. À la mi-août 1944, 2 mois après la première attaque de V1, les Alliés gagnent du terrain dans toute la France. Les nazis, dont Wartel et Hesser, battent en retraite. Le programme V1 était incroyablement ambitieux. Il est parvenu à semer la terreur dans Londres, mais il n'a pas réussi à retourner la situation en faveur d'Hitler. Quand les premiers missiles ont été tirés, les Alliés avaient débarqué en France. Il était déjà trop tard. Après la guerre, l'aviateur Joseph Hesser est retourné en Allemagne pour mener une vie tranquille dans un village au bord du Rhin. Le colonel Max Wartel est devenu directeur de l'aéroport de Hambourg. Robert Lousser et Fritz Goslar ont tous deux poursuivi leur carrière d'ingénieur. Goslar a développé des motos, tandis que Lousser a conçu des skis. Mais c'est leur travail sur le V1 qui aura marqué l'histoire. Le missile V1 a été le précurseur de 2 des armes les plus redoutables dans l'arsenal militaire actuel. Le drone et le missile de croisière téléguidé. Malgré ses défauts, le V1 a marqué le début du combat militaire moderne.